Au dîner de famille, papa a dit, nous pensons qu'il est préférable que tu te retires. Maman a hoché la tête. J'ai répondu, compris. Je respecterai cela, et je m'être retiré aussi des finances de la famille. Cette nuit-là, j'ai repris ce qui m'appartenait. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Imaginez un instant. Vous êtes à un dîner de famille, un de ces repas du dimanche qui devrait être rempli de chaleur et de rire. Mais l'atmosphère est lourde, pesante. Et soudain, votre propre père, l'homme qui devrait vous protéger, vous regarde droit dans les yeux et prononce la sentence. Nous pensons qu'il est préférable que tu te retires pour l'instant. Votre mère, assise à côté, hoche la tête en silence, scellant votre sort. C'est ce qui m'est arrivé. Et ma réponse les a laissés sans voix. J'ai dit, compris. Je respecterai cela. Et je me retirerai aussi des finances de la famille. Cette nuit-là, j'ai repris ce qui m'appartenait, et j'ai regardé leur monde, construit sur mes sacrifices, commencer à brûler. Avant de vous plonger dans les détails de cette histoire, de cette trahison et de ma revanche, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Laissez un commentaire pour me dire votre ville, votre pays, et l'heure qu'il est chez vous. C'est fascinant de voir notre communauté s'étendre aux quatre coins du globe. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 ans en arrière. Je m'appelle Élise, et j'ai 32 ans. À 26 ans, j'étais une jeune femme pleine de rêves, avec un master en gestion en poche. Mais le destin, ou plutôt ma famille, en avait décidé autrement. J'ai dû mettre mes ambitions de côté pour reprendre l'agence immobilière familiale, une petite structure charmante mais terriblement mal en point, nichée sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. Mes parents, Hervé et Claudine, ainsi que ma tante Monique, sœur de mon père, m'ont présenté cela non pas comme une corvée, mais comme un honneur. C'est dans ton sang, Élise, disait mon père. Tu as le sens des affaires que je n'ai plus. La vérité, c'est qu'ils cherchaient une solution de facilité pour se débarrasser d'un problème qui menaçait leur confort. L'agence était un gouffre financier. J'ai passé ma première année à éplucher des comptes que je ne comprenais que trop bien, des dettes fournisseurs, des emprunts bancaires, des impôts impayés. J'ai compris que je devais agir vite. J'ai vendu le petit 2 pièces que je venais d'acheter, mon premier véritable accomplissement personnel, pour injecter des liquidités. J'ai mis la totalité de mes économies, plus de 150 000 € patiemment accumulés, dans ce navire qui prenait l'eau de toutes parts. J'ai emménagé dans un studio minuscule, me convainquant que c'était temporaire. Mais le sacrifice le plus douloureux n'a pas été l'argent. Ce fut Marc. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Un soir, alors que je répondais à un énième appel professionnel à 22 heures, il a posé sa fourchette et m'a regardé avec une infinie tristesse. Je ne peux plus faire ça, Élise. J'ai l'impression de sortir avec un fantôme. Tu es là, mais ton esprit est toujours au bureau. Tu es mariée à cette agence. Il n'avait pas tort. Mon devoir familial avait consumé ma vie amoureuse. J'ai laissé partir l'homme que j'aimais parce que je pensais que ma famille avait plus besoin de moi. Et pendant que je me consumais, mon frère Bastien dansait sur les braises. Il traitait l'agence comme sa carte de crédit personnelle. Des déjeuners d'affaires, dans des restaurants étoilés, des voyages de prospection à Ibiza qui n'étaient que des vacances déguisées. Je me souviens d'une fois où il a exigé 20 000 € pour, disait-il, conclure un partenariat stratégique à Monaco. J'ai découvert plus tard qu'il avait utilisé cet argent pour rembourser une dette de jeu. Quand je l'ai confronté, il a éclaté de rire. Oh, ça va, madame la directrice, l'argent rentre, non? Détends-toi un peu. Sa jalousie était maladive. Chaque succès que je remportais était une insulte à son propre échec. Récemment encore, il avait insisté pour s'occuper d'une vente importante. Un couple cherchait la maison de ses rêves. Bastien, par pure suffisance, a ignoré leurs critères, leur a fait perdre leur temps et a fini par les traiter avec une telle condescendance qu'ils sont partis, furieux. Devant nos parents, sa version était tout autre. C'est la faute d'Élise. Elle m'a donné un dossier mal préparé. Elle me sabote parce qu'elle a peur que je lui fasse de l'ombre. Mon père a soupiré, comme las de nos querelles d'enfants. Élise, sois plus pédagogue avec ton frère. Tu sais bien qu'il a besoin d'être guidé. J'étais devenue la gardienne de ma propre sangsue,
la responsable de l'incompétence de mon propre frère. J'encaissais tout, en silence, persuadé que c'était le prix à payer pour la paix familiale. J'avais perdu l'amour, j'avais perdu mon appartement, j'étais en train de perdre ma santé. Je pensais avoir touché le fond. Quelle terrible erreur. Je n'avais pas réalisé qu'ils étaient en train de creuser encore plus bas, pour y enterrer la dernière chose qu'il me restait, ma dignité. Pour comprendre la profondeur de la trahison, il faut comprendre la nature de mes sacrifices. Et le plus grand d'entre eux remonte à 2 ans. L'agence était au bord de la faillite. Une très mauvaise année, un marché difficile, et surtout, les dépenses extravagantes de Bastien avaient finalement attiré l'attention de la banque. L'ultimatum était clair, soit une injection de 50 000 € sous 30 jours, soit la liquidation judiciaire. La panique s'est emparée de mes parents. Ils n'avaient pas les fonds. Leurs économies étaient investies ailleurs, disaient-ils. La seule personne qui pouvait encore sauver la situation, c'était moi. J'avais un trésor secret, un sanctuaire financier, l'héritage de ma grand-mère. C'était une femme forte, ma confidente, celle qui croyait en moi plus que personne. Avant de mourir, elle m'avait légué toutes ses économies en me disant « C'est pour tes rêves, ma chérie. Pas pour leurs problèmes. N'oublie jamais ça. » Cet argent, c'était ma porte de sortie. Mon rêve d'ouvrir un jour un petit salon de thé-librairie, un lieu calme et inspirant, loin du monde impitoyable de l'immobilier. C'était la promesse d'une autre vie. J'ai passé des nuits entières à peser le pour et le contre, le cœur déchiré entre la promesse faite à ma grand-mère et le devoir que je ressentais envers ma famille. Finalement, la culpabilité l'a emporté. Comment pouvais-je les laisser tomber? J'ai liquidé les placements. J'ai vu mon rêve se transformer en une simple ligne de chiffres sur un ordre de virement. En signant le chèque pour l'entreprise, j'ai eu l'impression de trahir la seule personne qui m'avait toujours soutenu sans condition. Mes parents ont été soulagés. Ma mère m'a serré dans ses bras en disant « Tu es notre sauveuse, Élise ». Mon père m'a promis que les choses allaient changer. Bastien n'a rien dit. 2 semaines plus tard, il se pavanait avec une nouvelle montre de luxe, se plaignant que le cadran n'était pas assez grand. Mon sacrifice était déjà devenu une anecdote. Le rêve de ma grand-mère avait payé une babiole pour son petit-fils gâté. C'est après cet épisode que j'ai commencé à me confier, un peu, à Jean-Pierre, l'ancien comptable. Nous nous croisions parfois au marché du boulevard de la Croix-Rousse. Il avait un regard perçant, capable de lire au-delà des sourires forcés. Un matin, devant un café, il m'a écouté parler de la pression, du stress. Il n'a pas semblé surpris. Il a remué son café, pensif, avant de me dire « Tu sais, Élise, ton grand-père, le fondateur de l'agence, était un homme formidable. Mais il a fait une erreur, il pensait que le sang garantissait la loyauté. » Il m'a raconté brièvement comment mon père et ma tante l'avaient progressivement mis sur la touche, le jugeant trop vieux, trop prudent. « Ils ne sont pas méchants, a-t-il ajouté, mais leur ambition et leur confort passeront toujours en premier. » Voyant mon désarroi, il m'a fait une offre. « Laisse-moi jeter un œil au compte, de manière non officielle. Je suis à la retraite, j'ai du temps. Les frais de ton frère me semblent créatifs. Peut-être que si tu avais un rapport externe, tes parents t'écouteraient. » Une partie de moi, la femme d'affaires, savait qu'il avait raison. C'était la chose logique à faire. Mais l'autre partie, la fille conditionnée à ne jamais exposer le linge sale en public, a pris le dessus. J'ai décliné, le remerciant chaleureusement. « Merci Jean-Pierre, vraiment. Mais c'est une affaire de famille. Je vais m'en occuper. » Il a hoché la tête, mais je pouvais lire la déception dans ses yeux. Il savait, comme je le sais maintenant, que j'essayais de sauver des gens qui ne voulaient pas être sauvés. Cette conversation m'a hanté. Je sentais que j'avais raté une bifurcation, que j'avais choisi le mauvais chemin par pure habitude. La tension à la maison est devenue palpable. Chaque conversation était un champ de mine. Et puis, il y a eu cet appel de ma mère, avec sa voix sirupeuse m'invitant à ce fameux dîner spécial. Mon instinct hurlait au danger. Le souvenir du regard triste de Jean-Pierre m'est revenu. J'avais refusé la main qu'il me tendait, et maintenant, je sentais le sol se dérober sous mes pieds, me précipitant vers un piège que je ne voyais pas encore, mais que je pouvais déjà sentir. La maison de mes parents,
d'ordinaire un lieu de souvenirs d'enfance mitigés, ressemblait ce soir-là à une salle d'audience. Chaque objet semblait me juger. Les photos de famille où je souriais naïvement, la vieille horloge dont le tic-tac rythmait mon anxiété croissante. L'odeur du poulet rôti, habituellement si réconfortante, avait une connotation macabre, celle d'un dernier repas. Bastien était déjà là, affalé sur le canapé, un sourire arrogant aux lèvres. Il avait l'air d'un prince attendant son couronnement. Ma tante Monique, assise droite comme un piquet, m'a inspecté de la tête aux pieds, son regard aussi tranchant qu'un scalpel. Le repas fut une torture de faux-semblants. On a parlé de la météo, de la politique, de tout sauf du sujet qui nous réunissait. C'était une danse macabre, un ballet de non-dits où chaque silence était plus lourd que le précédent. Je mangeais sans faim, chaque bouchée ayant le goût de la cendre. Je sentais le poids de leurs 4 regards sur moi, unis dans une conspiration silencieuse. Ils attendaient le bon moment pour abattre leur hache. Ce moment est arrivé avec le café. Mon père s'est raclé la gorge, le signal de départ. Mais c'est ma mère qui a ouvert les hostilités, avec une douceur qui était la plus cruelle des armes. Elle a posé sa main froide sur la mienne. « Élise, ma chérie », a-t-elle commencé, sa voix suintant une fausse compassion. « Nous t'admirons, tu sais. Ta force, ta détermination. C'est incroyable tout ce que tu as accompli. Mais cette force, c'est aussi ce qui nous inquiète. Tu portes tout sur tes épaules. » Elle a marqué une pause, laissant le suspense s'installer. « Et pendant ce temps, ton frère, il a besoin de trouver sa place. Il n'a pas ta résilience, il est plus sensible. Une famille, c'est comme un corps, Élise. Il faut prendre soin des parties les plus fragiles. Il a besoin de cette chance pour enfin devenir l'homme qu'il est destiné à être. » C'était magistral. En quelques phrases, elle avait transformé ma compétence en défaut, ma force en menace, et l'incompétence de son fils en une charmante vulnérabilité qui nécessitait le sacrifice de tous. Mon père a enchaîné, son ton grave et paternel ajoutant une couche de solennité à la trahison. « Ta mère a raison. Nous avons longuement réfléchi, pour le bien de l'entreprise, mais surtout pour le bien de la famille. Tu es à bout. Il est temps que tu te reposes. Nous pensons qu'il est préférable que tu te retires pour l'instant. Que tu laisses les rênes à Bastien. Il est prêt. » Prêt ? Bastien n'était même pas prêt à se lever le matin sans que sa petite amie ne l'appelle 3 fois. J'ai balayé la table du regard. Ma tante Monique souriait, un sourire de pure satisfaction. Bastien jubilait. Et ma mère, dans son regard, j'ai vu cette même lueur fugace de culpabilité que la dernière fois, une étincelle de conscience qui a été instantanément balayée par un regard approbateur de ma tante. Elle avait choisi son camp. Ils avaient tous choisi. Et moi aussi, j'ai fait un choix. À cet instant, les 6 années de ressentiment, d'humiliation et de fatigue se sont cristallisées en une seule pensée, claire et tranchante comme du verre. C'est fini. La comédie est finie. J'ai retiré ma main de celle de ma mère. J'ai posé délicatement ma serviette à côté de mon assiette. Un calme étrange s'est emparé de moi. Ma voix, quand j'ai parlé, ne tremblait pas. Elle était neutre, presque métallique. Compris. Un murmure de soulagement a parcouru la pièce. Il pensait que j'allais me battre, argumenter, pleurer. L'acceptation rapide les a pris au dépourvu. Puis j'ai ajouté la phrase qui allait faire exploser leur petit monde bien orchestré. Je respecterai votre décision. Et par conséquent, je me retirerai aussi des finances de la famille. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Les sourires se sont pétrifiés. La couleur a quitté le visage de mon père. Ma tante a cessé de respirer. Bastien m'a regardé, les yeux écarquillés, comme s'il ne comprenait pas la langue que je parlais. Il venait de me renvoyer, mais il s'attendait à ce que je laisse les clés de mon coffre-fort sur la table en partant. Juste ici, je dois m'arrêter et vous poser une question. Si c'était vous, assis à cette table, confronté à cette hypocrisie, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous explosé de colère ? Ou auriez-vous choisi, comme moi, une vengeance plus froide, plus silencieuse ? Dites-le moi dans les commentaires. Leur regard avait changé. Ce n'était plus celui de juge,
mais celui de propriétaires terriens regardant leur champ le plus fertile se transformer soudainement en un désert aride sous leurs yeux. Et ils n'avaient pas la moindre idée de la sécheresse qui s'annonçait. J'ai quitté la maison de mes parents au milieu d'un chaos naissant. Leur voix s'élevait derrière moi, un brouhaha confus où se mêlait l'incrédulité, mais enfin, Élise, ne sois pas ridicule, et la panique, qu'est-ce que tu veux dire par tes finances? Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ralenti. Chaque pas vers la porte d'entrée était un pas vers ma liberté. Le trajet en voiture jusqu'à mon studio a été étrangement serein. Les lumières de Lyon défilaient, mais je ne les voyais pas. Mon esprit était un lac gelé, calme en surface, mais bouillonnant d'une énergie nouvelle en dessous. Je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient un luxe que je ne m'étais pas autorisé depuis des années, et ce n'était pas le moment de recommencer. Ce n'est qu'une fois la porte de mon studio fermée et verrouillée que la réalité m'a frappé, comme une vague glaciale. Je me suis appuyé contre la porte, le cœur battant la chamade. La panique, que j'avais tenue à distance par la pure force de ma volonté, a commencé à s'infiltrer. Une petite voix dans ma tête, celle de la « bonne fille », a commencé à murmurer « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de déclarer la guerre à ta propre famille. Tu vas tout perdre. Tu vas te retrouver seul. » J'ai visualisé l'avenir, les fêtes de Noël seules, les anniversaires sans appel, le silence. La peur de l'isolement est une arme puissante, et ma famille l'avait utilisée contre moi pendant des années. Je me suis traînée jusqu'à la salle de bain, cherchant à m'asperger le visage d'eau froide. Mais mon reflet dans le miroir m'a arrêté. J'ai vu une femme de 32 ans qui en paraissait 10 de plus. J'ai vu les cernes que le maquillage ne cachait plus. J'ai vu la tension dans les muscles de sa mâchoire. J'ai vu la lueur éteinte dans ses yeux. Cette femme n'était pas moi. C'était leur création. Une créature de devoir et de fatigue. À cet instant, la peur a reflué, balayée par une vague de colère juste et pure. La colère contre eux pour ce qu'ils m'avaient fait, mais aussi la colère contre moi-même pour l'avoir laissé faire si longtemps. J'ai posé mes mains de chaque côté du lavabo, j'ai regardé mon reflet dans les yeux et j'ai prononcé un serment silencieux, c'est terminé. Cette femme-là meurt ce soir. Animé par cette nouvelle résolution, je me suis dirigé vers mon bureau. L'ordinateur portable s'est allumé, son écran projetant une lueur bleue sur mon visage déterminé. Mes doigts ont tapé les mots de passe avec une assurance nouvelle. Accès au compte de l'entreprise. Là, sur l'écran, s'affichait le solde. Un peu plus de 160 000 €. Sur cette somme, je pouvais justifier, au centime près, que 152 450 € provenaient de mes apports personnels. C'était l'argent de mon appartement vendu, l'héritage de ma grand-mère, chaque prime que je m'étais versée sur le papier mais que j'avais immédiatement réinjectée. Le processus de virement était presque cérémoniel. J'ai tapé le montant exact, 152 450 €. J'ai sélectionné le compte de l'entreprise comme source, mon compte personnel comme destination. Dans le champ « Motif », j'ai écrit, non sans une certaine ironie, « Restitution des apports en compte courant d'associés, conformément à votre décision de restructuration ». Chaque clic de la souris était un coup de marteau sur les barreaux de ma prison. Puis, le dernier clic. Confirmer la transaction. L'écran a affiché « Votre opération a été prise en compte ». J'ai laissé un solde d'un peu plus de 7 500 € sur le compte de l'entreprise. Assez pour couvrir l'électricité et les abonnements Internet pour le mois. Pas un centime de plus. J'ai fermé l'ordinateur. Un long, très long soupir a quitté mes poumons. C'était un soupir qui contenait 6 ans de stress, de frustration et de larmes ravalées. J'étais libre. Le lendemain matin, la première salve est arrivée à 9h01, précise comme une horloge. Un SMS de mon père, Élise, le virement pour le loyer a été refusé. Appelle-moi immédiatement. C'est urgent. J'ai pris mon café, j'ai regardé le soleil se lever sur les toits de Lyon. Puis j'ai répondu. Je respecte votre décision. La réponse de ma mère est arrivée 10 minutes plus tard. Élise, ce n'est pas drôle. Arrête ce jeu et remets l'argent. Tu mets ton frère dans une situation impossible. Ma réponse est restée inchangée. Je respecte votre décision. Ils allaient apprendre, de la manière la plus dure qui soit, que mes décisions,
contrairement aux leurs, avait des conséquences bien réelles. La chute a été plus rapide et plus spectaculaire que tout ce que j'aurais pu imaginer. L'entreprise, que je maintenais artificiellement en vie depuis 6 ans, s'est avérée n'être qu'une coquille vide une fois privée de mon soutien financier. Chaque jour apportait son lot de catastrophes, et chaque catastrophe était une douce validation de ma décision. Le premier jour, ce fut le propriétaire des bureaux. Je peux imaginer la panique de Bastien, fraîchement promu, directeur, face à cet homme d'affaires aguerri qui ne plaisantait pas avec les échéances. Le soir même, j'ai reçu un message vocal de mon père, sa voix passant de l'autorité à une supplication à peine voilée. « Élise. Monsieur Lefebvre nous a appelés. Il nous donne 48 heures pour payer ou il entame une procédure d'expulsion. Élise, tu ne peux pas laisser ça arriver. C'est notre nom sur la façade. » Le deuxième jour, ce fut le personnel. Sophie, notre secrétaire dévouée depuis 10 ans, m'a appelé personnellement, en larmes. Élise, mon virement de salaire a été rejeté. Bastien ne répond pas à mes appels. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des factures à payer. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, pas envers ma famille, mais envers elle. Je lui ai expliqué que j'avais quitté l'entreprise, je lui ai conseillé de chercher un autre emploi immédiatement et je lui ai fait un virement personnel pour couvrir son salaire du mois. C'était la seule employée, les autres étaient des agents indépendants. Le soir, elle m'a envoyé un SMS. « Je suis désolée pour tout ça, Élise. Vous étiez la seule chose qui tenait cette boîte debout. Je démissionne. » Le troisième jour, le coup de grâce est venu de nos clients. Un important projet de promotion immobilière, sur lequel j'avais travaillé pendant des mois, nécessitait un dépôt de garantie de 25 000 €. Évidemment, le compte était à sec. Le promoteur, un homme pragmatique, a immédiatement rompu le contrat, invoquant un manque de professionnalisme. Cette annulation seule a fait perdre à l'entreprise un bénéfice potentiel de plus de 100 000 €. Pendant ce temps, mon téléphone continuait de brûler. Les messages de ma famille formaient une symphonie pathétique de manipulation. Ma tante Monique, dans un message vocal glacial, « Ton petit jeu a assez duré. Tu es en train de détruire des décennies de travail par pur caprice. Ton grand-père aurait honte de toi. » L'ironie de cette phrase me fit presque rire. Ma mère, dans un SMS plein de fautes d'orthographe, signe de sa panique. « Mon bébé, je t'en supplie, pense à ton frère, il est pas prêt pour ça, tu es la seule qui peut nous aider, on est ta famille. » Et Bastien, oh, Bastien. Son message vocal était un chef-d'œuvre de rage narcissique. « Bravo, Élise, bravo. T'es contente, maintenant? T'as tout cassé. Tu crois que t'es qui pour faire ça? Tu n'es rien sans cette entreprise, sans nous. Tu vas voir, tu vas le regretter. Je vais m'assurer que tu ne retrouves jamais de travail dans cette ville. » À chacun d'eux, je répondais par mon imperturbable « Je respecte votre décision. » Et Bastien a tenté de mettre sa menace à exécution. Je l'ai su par Monsieur Dubois, ce promoteur avec qui j'avais une relation si solide. Il m'a appelé, sa voix emplie d'embarras. « Élise, j'ai eu votre frère au téléphone. Il m'a raconté des choses terribles. Des histoires de dettes, de problèmes personnels. Il dit que vous avez vidé les comptes pour fuir. » Je l'ai écouté patiemment. Je savais que Bastien était un menteur, mais je ne pensais pas qu'il était aussi stupide. J'ai répondu calmement, « Monsieur Dubois, vous me connaissez depuis 5 ans. Pensez-vous une seule seconde que je suis ce genre de personne? » Il y a eu un long silence. « Non », a-t-il finalement admis. « Mais le mal est fait. La confiance est rompue au sein de votre structure. Je dois protéger mes intérêts. » En raccrochant, la douleur était vive. Il ne s'était pas contenté de vouloir me remplacer. Il voulait m'effacer, salir mon nom, détruire la seule chose qu'il ne pourrait jamais m'enlever, ma réputation. C'était une déclaration de guerre totale. Je savais alors que je ne pouvais plus me contenter de me défendre passivement. Je devais contre-attaquer. C'est là que l'univers, ou peut-être juste la routine administrative, m'a envoyé un cadeau inattendu. Un email de la banque, avec pour objet, notification de transaction. Un simple email qui contenait la preuve de leur crime et l'arme de ma victoire finale. L'email était banal, perdu au milieu de dizaines de spams et de newsletters.
Mais son objet a attiré mon attention. Confirmation de la finalisation de la vente du bien situé au 22 rue Saint-Jean, Lyon. Une sueur froide a perlé sur ma nuque. La rue Saint-Jean. Mon petit local commercial. Mon investissement secret, mon projet personnel. J'avais acheté ce bien des années auparavant, avec une petite somme héritée d'un grand-oncle. C'était mon jardin secret, un projet que je chérissais, attendant le bon moment pour le rénover et en faire quelque chose de spécial. Je n'en avais parlé qu'à ma famille, dans un moment de confiance naïve. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvrais la pièce jointe, un fichier PDF contenant l'acte de vente. Mes yeux ont scanné le document, cherchant frénétiquement une explication. Le prix de vente, 60 000 €, bien en dessous de sa valeur marchande, une vente bâclée. Le nom de l'acheteur, une société inconnue. Et puis, la section qui a fait basculer mon monde. La signature du vendeur. C'était mon nom, mais ce n'était pas mon écriture. C'était une contrefaçon, maladroite mais suffisante pour passer inaperçue. Les fonds, précisait le document, avaient été virés vers un compte dont le numéro ne me disait rien. Un compte au nom d'Amandine, la petite amie de Bastien. J'ai dû me lever, marcher dans mon petit studio pour ne pas suffoquer. La nausée m'a prise. Ce n'était plus une question de manipulation familiale ou d'exploitation financière. C'était un acte criminel, froid et calculé. Ils avaient non seulement volé mon bien, mais ils avaient aussi volé mon identité pour le faire. J'étais face à une association de malfaiteurs, et ils portaient mon nom de famille. Une question me hantait, comment avaient-ils pu être aussi stupides pour penser que je ne le découvrirais jamais? Et c'est là qu'un souvenir brumeux a refait surface. Ce cloud familial, ce dossier partagé que ma mère avait créé sur un coup de tête pour centraliser les souvenirs. J'avais le mot de passe quelque part. Poussé par une certitude terrible, j'ai fouillé dans mes vieux carnets et je l'ai retrouvé. La connexion a été instantanée. L'interface était remplie de photos de vacances souriantes qui me semblaient maintenant grotesques. J'ai navigué jusqu'à un dossier que Bastien avait créé, doc perso, probablement par erreur. À l'intérieur, un sous-dossier de capture d'écran. Mon cœur s'est emballé. C'était une conversation WhatsApp entre lui et Amandine. Je lisais, et chaque message était un coup de poignard. Amandine, tu es sûre que le notaire ne verra rien? Sa signature est compliquée. Bastien, t'inquiète, j'ai passé des heures à m'entraîner. Et puis, c'est un bien de la famille de toute façon, elle n'a pas à l'avoir juste pour elle. On en a plus besoin qu'elle. Amandine, et tes parents? S'ils l'apprennent? Bastien, ils sont plus malins que tu ne le crois. Papa m'a dit de faire ce qu'il fallait pour trouver des liquidités et de le faire discrètement. Maman est au courant, mais elle ne dira rien. Tu connais la chanson, l'important, c'est que l'argent reste dans la famille, point. J'ai dû poser ma tête entre mes mains. La douleur était si intense qu'elle en devenait physique. L'argent reste dans la famille. Cette phrase résumait toute leur philosophie. Pour eux, il n'y avait pas de « mien » ou de « tien ». Il y avait juste un pot commun, et j'étais celle qui était chargée de le remplir, tandis que se donnait le droit de le vider. Mes parents n'étaient pas seulement des spectateurs passifs. Ils étaient les commanditaires silencieux. Ils avaient donné à leur fils le feu vert pour me voler, pour commettre un crime en leur nom. J'ai imprimé chaque message. J'ai imprimé l'acte de vente. J'ai imprimé le relevé bancaire. J'ai posé les feuilles sur ma table, les unes à côté des autres. Ce n'était plus une simple dispute familiale. C'était une scène de crime. Et j'avais toutes les preuves. La tristesse s'est transformée en une détermination glaciale. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient assassiné la dernière parcelle d'amour et de respect que j'avais pour eux. Et pour un meurtre, il n'y a pas de pardon. Il n'y a que la justice. La convocation était brève, envoyée par SMS groupé, réunion de famille indispensable. Ce soir, 20h, chez papa et maman. Votre présence est requise. Le ton formel, presque juridique, a dû les surprendre. Il n'y avait aucune place pour le refus. J'ai passé l'après-midi à organiser mon dossier, chaque document placé dans une chemise transparente. Je n'étais plus la fille qui venait pleurer.
J'étais l'avocate de ma propre cause, préparant son réquisitoire. En arrivant, j'ai trouvé une ambiance de veillée funèbre. Ils étaient tous là, Amandine incluse, assis en cercle dans le salon comme des accusés attendant leur sentence. Ils pensaient probablement que j'étais venue capituler, brisée par la pression. La vue du dossier cartonné que je tenais fermement dans ma main a fait naître une lueur d'inquiétude dans leurs yeux. Je suis restée debout, refusant le siège qu'on me proposait. Je voulais les dominer de ma hauteur, physiquement et moralement. J'ai posé le dossier sur la table basse avec un bruit sec qui les a fait sursauter. Je ne serai pas longue, ai-je commencé, ma voix stable, mesurée. Nous n'allons pas parler des 150 000 € que j'ai repris. C'était mon argent, la discussion est close. Nous allons parler de ça. J'ai sorti la première pièce à conviction, l'acte de vente du local. Je l'ai posé devant eux. Le 22 rue Saint-Jean. Un bien que j'ai acheté avec mes fonds propres. Vendu il y a 3 semaines pour 60 000 €. J'ai marqué une pause, les regardant un par un. Le problème, c'est que je n'étais pas au courant. Et ce gribouillage ici, ai-je dit en tapotant la signature, est une insulte à mon intelligence. C'est un faux. Bastien a blêmi. Mon père a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai devancé. Faux et usage de faux, le code pénal est très clair là-dessus, ai-je continué, sortant la deuxième chemise. Et voici où l'argent est allé. J'ai exposé le relevé bancaire montrant le virement sur le compte d'Amandine. Abus de confiance. Détournement d'actifs. Les termes sont moins jolis que « garder l'argent dans la famille », n'est-ce pas? Amandine a fondu en larmes. Bastien, lui, a retrouvé une once d'arrogance. Tu ne peux rien prouver. C'était un bien de l'entreprise. Vraiment, ai-je demandé, un sourire glacial aux lèvres. J'ai sorti la dernière chemise, la plus accablante. J'ai étalé les captures d'écran de leurs messages WhatsApp sur la table. Alors expliquez-moi ça. Papa m'a dit de faire ce qu'il fallait discrètement. Maman est au courant, elle ne dira rien, point. Le silence qui a suivi était total. C'était le silence de la défaite, le silence de la honte. Mon père a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Ma mère pleurait silencieusement, son visage caché dans ses mains. Ma tante Monique, pour la première fois de sa vie, semblait à court de sarcasme. Ma voix a alors changé. Le calme glacial a laissé place à une colère tremblante, celle de 6 années de douleur qui remontaient à la surface. Savez-vous ce que j'ai sacrifié? J'ai raté le mariage de ma meilleure amie parce que je devais boucler un bilan. J'ai annulé mes seules vacances en 5 ans parce que Bastien avait encore besoin d'être renfloué. J'ai laissé partir l'homme que j'aimais parce que je n'avais plus une seconde à lui consacrer. Et pourquoi? Pour ça? Pour que vous puissiez me poignarder dans le dos pendant que je vous maintenais en vie? Je me suis tournée vers Bastien. Tu n'es pas seulement un voleur. Tu es un lâche. Tu es si terrifié par ton propre vide que tu as besoin de détruire les autres pour te sentir exister. Puis vers mes parents. Et vous, votre crime est pire encore. Vous avez regardé faire, vous avez encouragé. Vous avez sacrifié votre fille pour protéger l'ego fragile de votre fils. Vous n'avez pas seulement perdu une entreprise. Vous avez perdu votre fille. J'ai repris mes documents, les remettant soigneusement dans mon dossier. Mon avocat vous contactera demain. Pour le faux et usage de faux, j'hésite encore sur la suite à donner. Considérez ça comme ma dernière faveur. Je suis partie sans un regard en arrière. En fermant la porte, j'ai entendu les sanglots de ma mère. Mais ce n'était plus mon problème. Je n'étais plus leur solution. J'étais devenue leur conséquence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La conversation avec Maître Dubois, mon nouvel avocat, fut un baume sur mes blessures. Pour la première fois, je racontais mon histoire à quelqu'un d'extérieur, un professionnel dont le visage s'assombrissait à chaque nouvelle révélation. Il n'y avait pas de jugement, pas de « mais c'est ta famille », juste une indignation calme et une stratégie claire. Mademoiselle, m'a-t-il dit à la fin de notre entretien,
ce que vous avez subi est inacceptable, tant sur le plan moral que légal. Nous allons vous sortir de ce guêpier et protéger vos intérêts. » Sentir le poids de la bataille se transférer sur des épaules plus expérimentées a été un soulagement immense. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse. Signer les documents pour ma sortie officielle de l'entreprise a été un acte symbolique fort. Chaque paraphe était un coup de ciseau coupant un des fils qui me liait encore à mon passé. J'ai mis mon studio en vente, et il est parti en quelques jours. Avec l'argent de la vente et les fonds que j'avais récupérés, j'avais un petit capital pour recommencer. La question était, où ? Lyon était devenu irrespirable. Chaque coin de rue me rappelait un sacrifice. J'avais besoin d'air, d'océan, d'un horizon nouveau. Bordeaux s'est imposé comme une évidence. J'y avais passé des vacances heureuses, enfant, avec ma grand-mère. C'était un retour aux sources, à une époque où l'amour familial n'était pas encore synonyme de trahison. Le déménagement a été épuisant, mais libérateur. En voyant les panneaux indiquant « Bordeaux » sur l'autoroute, j'ai senti un poids quitter ma poitrine. J'ai trouvé un poste de consultante dans une grande agence immobilière, un rôle qui me permettait d'utiliser mon expertise sans avoir le stress de la gestion. Le salaire était bon, les collègues professionnels. Pour la première fois depuis 6 ans, quand je quittais le bureau à 18h, mon travail restait derrière moi. Mais la reconstruction personnelle a été plus lente. Les premiers mois, j'étais sur la défensive. La confiance, ce pilier fondamental de toute relation humaine, était brisée en moi. Au travail, je restais polie mais distante. Une invitation à déjeuner était perçue comme une tentative d'obtenir quelque chose. Un compliment me rendait suspicieuse. J'avais construit une forteresse autour de mon cœur, et les douves étaient remplies de méfiance. Consciente de ce problème, j'ai décidé de me forcer à sortir de ma coquille. J'ai cherché une activité qui n'avait rien à voir avec la performance ou la compétition. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans un atelier de poterie, les mains dans l'argile. Au début, c'était frustrant. Mes créations étaient bancales, informes. Mais ma professeure, une femme sage d'une 60aine d'années, m'a dit « N'essayez pas de le contrôler. Écoutez la terre. Sentez-la tourner. Trouvez le centre. » Cette phrase a résonné en moi. Trouver le centre. C'était exactement ce que je devais faire dans ma vie. J'ai persévéré. Semaine après semaine, mes mains sont devenues plus sûres. Le geste de centrer l'argile sur le tour est devenu une forme de méditation. En façonnant la terre, je me façonnais moi-même. J'apprenais à accepter les imperfections, à trouver la beauté dans quelque chose qui avait été brisé et remodelé. Les nouvelles de Lyon arrivaient au compte-gouttes, par Sophie, l'ancienne secrétaire. L'agence avait été liquidée. Bastien, sous le coup de l'enquête pour fraude, avait vu ses comptes gelés. Amandine l'avait quitté. Mes parents avaient vendu la maison et vivaient désormais dans un petit appartement de location. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Juste une profonde mélancolie face à ce gâchis. Ils avaient tout eu, et ils avaient tout détruit par avidité et par faiblesse. Je me concentrais sur ma propre vie, sur mes petites victoires, un bol réussi en poterie, un compliment sincère d'un collègue que j'arrivais enfin à accepter sans arrière-pensée, une balade solitaire le long de la Garonne où je me sentais, pour la première fois, simplement en paix. Je pensais avoir toutes les clés pour comprendre ce qui s'était passé. Mais il me manquait la plus importante, celle qui expliquait l'origine du mal. Et c'est Jean-Pierre qui me l'a apportée, un après-midi d'automne. La sonnette a retenti un samedi après-midi alors que je lisais sur mon balcon. En voyant Jean-Pierre à travers l'interphone, mon cœur a eu un soubresaut. Je ne l'avais pas revu depuis notre conversation dans ce café lyonnais, mais je n'avais jamais oublié son regard bienveillant. Je sais, je débarque à l'improviste, s'est-il excusé une fois entré, mais ma fille habite à Pessac, et je ne pouvais pas être si pressant venir prendre de tes nouvelles. Sophie m'a tenu au courant. Nous nous sommes installés avec un café, et pour la première fois, je lui ai tout raconté, sans filtre, sans retenir mes larmes. La fausse signature, les messages, la confrontation. Il a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps, son visage une carte de tristesse et de compréhension. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, regardant par-delà les toits de Bordeaux. « Je suis fier de toi, Élise, a-t-il finalement dit. Fier de ton courage.
Mais je me sens aussi coupable. J'aurais dû être plus direct avec toi. Il a posé sa tasse et m'a regardé dans les yeux. Pour que tu puisses te reconstruire complètement, il y a une histoire que tu dois connaître. L'histoire de ton grand-père. Et il m'a raconté. Mon grand-père, que je n'avais que peu connu, était le fondateur de l'agence. Il l'avait bâtie à partir de rien après la guerre, avec honnêteté et travail acharné. C'était sa fierté, son troisième enfant. Jean-Pierre, alors jeune comptable, l'admirait profondément. Mais à mesure que mon grand-père vieillissait, mon père Hervé et ma tante Monique, qui travaillaient avec lui, sont devenus de plus en plus impatients. Ils trouvaient ses méthodes archaïques, sa prudence paralysante. Ce n'était pas une prise de pouvoir brutale, a expliqué Jean-Pierre. C'était bien plus insidieux. C'était une campagne de dénigrement lente et méthodique. Il remettait en question ses décisions devant les employés. Il le contredisait lors de rendez-vous clients importants. Il laissait entendre qu'il perdait la tête. Ton père était le charmeur, celui qui calmait le jeu en surface, tandis que Monique était le marteau, celle qui portait les coups les plus durs. Ils l'ont usé, isolé, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de se battre. Finalement, à bout de force et de chagrin, mon grand-père a accepté de leur vendre ses parts à un prix dérisoire. Il s'est retiré, non pas en patriarche honoré, mais en roi déchu. Il a passé les dernières années de sa vie dans une amertume silencieuse, trahi par son propre sang. Le jour où il a signé les papiers, a ajouté Jean-Pierre, la voix étranglée par l'émotion, il m'a dit, le plus dur n'est pas de perdre l'entreprise, Jean-Pierre. C'est de comprendre que j'ai élevé des enfants qui valorisent l'argent plus que l'amour, point. Les larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de compréhension. Tout s'éclairait. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas ma faute. Je n'étais qu'un pion dans un jeu qui avait commencé bien avant ma naissance. J'étais la répétition d'un schéma, la victime d'un cycle de toxicité et d'avidité. Ils n'avaient pas changé. Ils avaient simplement trouvé une nouvelle cible, plus jeune, plus facile à manipuler. Ne porte pas leur fardeau, Élise, a conclu Jean-Pierre en posant sa main sur mon épaule. Ce qu'ils t'ont fait n'est que le reflet de leur propre vide. Ton grand-père n'a pas eu la force de s'échapper. Toi, si. Tu n'as pas brisé la famille. Tu as brisé le cycle. Et c'est la chose la plus courageuse que tu pouvais faire. En repartant, Jean-Pierre m'a laissé un cadeau inestimable. Il ne m'a pas seulement donné une explication. Il m'a donné l'absolution. La culpabilité, ce poison résiduel qui souillait encore mon âme, s'est finalement dissipé. Je n'étais pas une destructrice. J'étais une survivante. Et pour la première fois, je me sentais véritablement, profondément et irrévocablement libre. Aujourd'hui, 1 an a passé depuis la visite de Jean-Pierre. 2 ans depuis cette nuit où j'ai repris le contrôle de ma vie. Je vis toujours à Bordeaux. Mon appartement est devenu un foyer, rempli de livres, de plantes vertes et de poteries imparfaites qui racontent une histoire de reconstruction. La vie n'est pas un conte de fées. Les cicatrices de la trahison sont toujours là, mais elles ne dictent plus mes choix. Elles sont des rappels de ma propre force. Mon travail est devenu une source de satisfaction et non plus une obligation. J'ai été promue directrice de projet. J'encadre une petite équipe de jeunes agents, et je mets un point d'honneur à créer un environnement de travail basé sur le respect et la transparence, tout ce qui manquait à mon ancienne vie. J'ai appris à déléguer, à faire confiance. J'ai même pris 3 semaines de vacances l'été dernier, en Italie, sans consulter mes emails une seule fois. C'était une victoire personnelle immense. Sur mon balcon, qui donne sur une petite cour tranquille, j'ai créé un petit jardin suspendu. M'occuper de mes plantes est devenu mon rituel matinal. En arrosant mes géraniums et en taillant ma lavande, je réfléchis souvent au chemin parcouru. Je comprends maintenant qu'une vie, c'est comme un jardin. Il faut choisir ce que l'on veut y faire pousser. Pendant des années, j'ai laissé les mauvaises herbes de la culpabilité, du devoir et des attentes des autres envahir mon espace. Elles ont étouffé mes propres pousses, pompé toute mon énergie. La décision la plus difficile, mais la plus nécessaire, a été de les arracher à la racine, sans pitié. Aujourd'hui, mon jardin est peut-être plus petit, mais il est sain. Chaque plante a été choisie par moi, pour moi. Il n'y a plus de parasites. Parfois,
Une pensée pour ma famille traverse mon esprit, une image fugace. Je sais qu'ils luttent. La maison a été vendue. Le procès de Bastien s'est soldé par une lourde amende et une peine de prison avec sursis. Je n'éprouve ni joie, ni haine. Juste une distance infinie, comme si je regardais la vie de personnages d'un livre que j'ai fermé depuis longtemps. Ils sont les architectes de leur propre ruine. J'ai appris la leçon la plus fondamentale de mon existence. La loyauté aveugle n'est pas une vertu, c'est une forme d'autodestruction. La vraie famille n'est pas imposée par le sang, elle se construit sur le respect mutuel, le soutien inconditionnel et la confiance méritée. J'ai trouvé une nouvelle famille dans mes amis ici, dans la bienveillance de mes collègues, et surtout, en moi-même. J'ai appris à être ma propre alliée. Votre première dette n'est pas envers vos parents ou votre nom de famille. Votre première dette est envers votre propre bien-être, votre propre paix intérieure. Protéger sa santé mentale n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de survie essentiel. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez connu le poids des obligations familiales toxiques ou si vous vous battez pour tracer votre propre chemin, je vous en prie, partagez un morceau de votre histoire dans les commentaires. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos batailles est une source de force incroyable. Vos expériences comptent, et elles peuvent en inspirer d'autres à trouver le courage de dire « stop ». N'oubliez pas de laisser un « like » si vous avez apprécié ce récit, et de vous abonner pour d'autres histoires de résilience et de reconstruction. Mon jardin intérieur est enfin en paix. Il est peut-être modeste, mais chaque feuille, chaque fleur m'appartient. Et je veillerai à ce qu'aucune mauvaise herbe ne vienne plus jamais y prendre racine. Merci de m'avoir écouté.